Oubliez les nobles en perruque. La Révolution américaine était une folie. Aujourd'hui, nous soulevons le voile de l'histoire sur 33 des moments les plus étranges, stupides et, sérieusement, de la naissance de l'Amérique. Si votre cerveau a soif de faits historiques hallucinants, vous avez trouvé une mine d'or. Abonnez-vous maintenant, car le chaos que nous allons vous dévoiler est incroyable. C'est parti. 1. Commençons par le commandant en chef lui-même, George Washington, et sa situation dentaire absolument horrible. Nous avons tous entendu parler de dents en bois, n'est-ce pas? Mignon. Essayez plutôt un assemblage cauchemardesque de dents humaines, oui, extraites d'autres personnes, possiblement des esclaves, de dents de vache, d'ivoire d'hippopotame et même de plomb, le tout grossièrement ligoté et monté sur ressort dans sa bouche. Elles n'étaient pas seulement inconfortables, c'étaient des instruments de torture. Elles lui causaient une douleur constante et atroce, faisaient dégonfler anormalement son visage, déformaient parfois sa parole en marmonnement, et rendaient probablement la prononciation de ses discours inspirants sur le champ de bataille un véritable effort héroïque de gestion de la douleur. Imaginez essayer de rallier les troupes alors que votre bouche ressemble à une expérience scientifique ratée. L'homme mérite une médaille rien que pour ne pas hurler à chaque fois qu'il ouvrait la bouche. 2. Ensuite, le tout premier sous-marin de combat américain, la Turtle. Et quand je dis sous-marin, imaginez un tonneau en bois à manivelle, pour une seule personne, en forme de gland géant, conçu pour s'approcher discrètement des navires de guerre britanniques et visser une bombe sur leur coque. Ça a l'air cool, n'est-ce pas? Eh bien, lors de sa seule et unique mission de combat en 1776 contre le HMS Eagle, l'opérateur Ezra Lee n'a pas réussi à faire pénétrer la tarière dans la coque recouverte de cuivre du navire. Puis il perdit de vue la cible dans l'obscurité, relâcha accidentellement la mine qui s'éloigna sans danger et faillit se noyer en essayant de revenir. C'était moins un chasseur silencieux qu'une bévue sous-marine. Un A pour l'ingéniosité, un F pour, vous savez, couler quoi que ce soit. Mais bon, la première crêpe est toujours un peu ratée. 3. Avez-vous déjà entendu parler d'un monument dédié à une partie d'un traître? Eh bien, bienvenue à Saratoga, New York, où se trouve le Boot Monument. Ce n'est pas une installation artistique d'avant-garde. C'est un mémorial honorant spécifiquement la jambe de Benedict Arnold, celle qu'il a héroïquement blessée en combattant pour la cause américaine lors de la bataille de Saratoga. Il y a une sculpture détaillée d'une botte militaire et d'une épaulette, mais de manière significative, absolument aucune mention d'Arnold lui-même, car, eh bien, il est devenu plus tard le traître le plus infâme d'Amérique. C'est le comble du pauvre de lui, historique, mais pour un membre. Parlez-moi d'une commémoration passive-agressive. Nous avons aimé ta jambe, Ben. Le reste de toi? Pas tellement. 4. Parlons maintenant du baron von Steuben, le soi-disant génie militaire prussien qui a entraîné l'armée continentale à Valley Forge. La vérité, il était plutôt un sauveur hilarant et frauduleux. Ce baron et lieutenant général, titre qu'il avait largement fabriqué, était en fait un ancien capitaine au chômage qui avait été renvoyé de l'armée prussienne. Benjamin Franklin, désespéré par le manque d'expertise européenne, lui a en gros dit de faire semblant jusqu'à ce qu'il y arrive. Von Steuben ne parlait pas beaucoup l'anglais au début, alors il entraînait souvent les troupes en criant des ordres en allemand, en faisant traduire par un aide, puis en jurant avec énergie dans un charabia créatif et multilingue d'allemand, de français et de toutes les grossièretés anglaises qu'il avait apprises lorsqu'il oubliait les commandes appropriées. Étonnamment, ça a marché. 5. Comment financer une révolution quand on est fauché? Simple. Légaliser la piraterie. C'est exact, une part importante de l'effort de guerre américain était financée par des corsaires. Ce n'étaient pas vos boucaniers, avec jambes de bois et perroquets sur l'épaule, enfin, peut-être certains l'étaient, mais plutôt des navires armés privés autorisés par le Congrès continental, avec des lettres de marque à attaquer et piller les navires marchands britanniques. C'était essentiellement du pillage sanctionné par l'État pour la liberté et incroyablement efficace. Ils ont capturé des centaines de navires britanniques, apportant des fournitures vitales, de l'argent, et donnant à la Royal Navy un casse-tête majeur. Oubliez les ventes de pâtisseries, c'était comme un Shark Tank, mais avec plus de canons et nettement plus de Roms impliqués dans le plan d'affaires.
6. George Washington était un maître espion, et son réseau d'espionnage top secret Culper, dans le New York occupé par les Britanniques, utilisait des méthodes étonnamment domestiques. Oubliez les boîtes aux lettres mortes dans des arbres creux. Ces gars-là utilisèrent le linge. Oui, vous avez bien entendu. Un agent, souvent une femme nommée Anna Strong, suspendait des articles spécifiques de vêtements sur sa corde à linge selon une séquence préétablie pour signaler les autres espions. Par exemple, un jupon noir pouvait signifier qu'un espion courrier était en ville et prêt à recevoir des informations, tandis qu'un certain nombre de mouchoirs pouvaient indiquer dans quel crique il devait faire accoster son bateau. C'était ingénieux, utilisant le banal pour masquer le crucial. Imaginez le destin de la Révolution, dépendant, littéralement, d'un jupon flottant dans la brise. 7. Imaginez la scène. Des soldats britanniques terrifiés tiraient frénétiquement sur, tout ce qui flottait. C'était le tableau lors de la bataille des tonneaux en janvier 1778. Les Américains firent flotter des tonneaux remplis de poudre le long de la rivière Delaware vers la flotte britannique ancrée à Philadelphie, espérant causer un chaos explosif. Les tonneaux eux-mêmes causèrent peu de dégâts réels. La plupart étaient des ratés ou facilement évités, mais l'idée de ces machines infernales plongea les Britanniques dans une panique totale. Pendant des jours après, les sentinelles et les marins britanniques tirèrent leurs canons et leurs mousquets sur chaque bûche, baril ou débris qui passait, convaincus que chacun d'eux était une autre bombe américaine. Ce fut une victoire psychologique qui apporta également un sérieux soulagement comique aux colons. 8. Parlons de Deborah Sampson, une femme qui ferait passer la plupart des héros d'action pour des pantouflards. Pour combattre dans la Révolution, elle se déguisa en homme, s'enrôla sous le nom de Robert Shirtleff et servit pendant 17 mois remarquables dans une unité d'infanterie légère, participant à plusieurs batailles. Le plus incroyable? Lorsqu'elle fut blessée par 2 balles de mousquet dans la cuisse, elle permit à un médecin de soigner une blessure. Mais ensuite, craignant que son identité ne soit découverte, elle s'éclipsa et extirpa elle-même l'autre balle de mousquet de sa propre jambe à l'aide d'un canif et d'une aiguille à coudre. Laissez cela s'imprégner. La pure force d'âme et la détermination d'endurer cette agonie pour maintenir son secret et continuer à servir sont tout simplement ahurissantes. Ce n'est pas seulement du cran, c'est légendaire pour le XVIIIe siècle. 9. Le roi George III ne perdait pas seulement un empire. Il était véritablement en train de perdre la raison. Pendant de longues périodes de son règne, le monarque britannique a souffert de crises débilitantes de maladies mentales. On parle de convulsions, de cris incohérents, de bave aux lèvres, et du symptôme incroyablement bizarre de son urine virant au bleu. Oui, bleu. Probablement la porphyrie, un vilain trouble génétique. Imaginez essayer de réprimer une rébellion mondiale alors que votre cerveau a l'impression de court-circuiter et que votre pipi est de la couleur d'un schtroumpf. Soudain, tyran semble un euphémisme pour ce qu'il traversait. 10. L'espionnage de la guerre d'indépendance eut ses moments plus délicats. Les 2 camps avaient désespérément besoin de codes secrets sécurisés, ce qui mena à des expériences audacieuses. Entrait Benjamin Franklin, qui, sans sourciller, suggéra en fait d'utiliser du sperme comme encre invisible. Dans une lettre, il louait son invisibilité naturelle une fois sec et sa résistance aux révélateurs chimiques courants, notant même qu'il était si facilement produit. Pratique? Peut-être? La plus étrange recommandation de papeterie de toute l'histoire de l'humanité? Absolument. On ne peut qu'imaginer le malaise si cette demande d'approvisionnement particulière avait un jour été rendue publique. 11. Benjamin Franklin. Génie, homme d'État et défenseur du dindon. Alors que l'Amérique adoptait l'aigle chauve, moralement corrompu comme symbole national, ce sont les mots de Franklin, pas les miens, il pensait que les aigles étaient ratés des voleurs, Ben plaidait avec passion pour le dindon, bien plus respectable. Apparemment, un oiseau qui glougloute était plus distingué qu'un oiseau qui plane. Et si cela ne suffisait pas, il inventa également un tout nouvel alphabet phonétique pour l'anglais, conçu pour simplifier l'orthographe. C'était logique, c'était bien argumenté, et absolument personne ne l'utilisa. Certaines idées, même celles de génie, sont simplement destinées au tas des curiosités historiques. 12. Avez-vous déjà entendu parler de l'agent 355?
Ce n'était pas une espionne de série B. Elle était une agente féminine cruciale et réelle au sein du réseau d'espionnage de Culper, de George Washington à New York. Elle risqua tout, fournissant des renseignements qui firent basculer des batailles. Le plus bizarre, son vrai nom, ses antécédents, son destin final, tout est un blanc complet. Est-elle morte sur un infernal navire-prison britannique? S'est-elle fondue dans la vie civile, son héroïsme n'étant pas enregistré? L'agent 355 reste l'un des fantômes les plus fascinants de la Révolution, un témoignage des héros méconnus dont les histoires sont perdues dans le temps. Elle fut un fantôme qui changea l'histoire. 13. La bataille de Bunker Hill. Iconique, n'est-ce pas? Les colons affrontant courageusement les tuniques rouges. Ne tirez pas tant que vous n'aurez pas vu le blanc de leurs yeux. Sauf que, cela ne s'est majoritairement pas passé sur Bunker Hill. La majeure partie des combats féroces, la résistance légendaire, la sanglante victoire à la Pyrrhus britannique eurent en fait lieu sur la colline voisine de Breeds Hill. Bunker Hill avait juste une meilleure image ou une équipe marketing du XVIIIe siècle plus agressive. Ainsi, l'une des légendes militaires fondatrices de l'Amérique repose essentiellement sur une propriété immobilière un peu douteuse. Lisez toujours les petits caractères, même en histoire. 14. Yankee Doodle. Air entraînant, n'est-ce pas? Eh bien, cela a commencé comme une moquerie britannique massive. Les officiers des tuniques rouges la chantaient pour se moquer des colons américains, les présentant comme des bouffons désorganisés et mal fagotés. Doodle signifiait fou, et macaroni faisait référence à une tendance de mode excessive, les qualifiant en gros de clowns qui en faisaient trop. Mais les Américains, dans une glorieuse démonstration de « je suis en caoutchouc, tu es de la colle », ont simplement augmenté le volume, adopté la chanson comme la leur et marché au combat avec elle. Il n'y a pas de réplique à quelqu'un qui embrasse joyeusement votre insulte comme son hymne. Échec et mat, les Britanniques. 15. Oubliez les balles et les baïonnettes. Une tactique militaire populaire du XVIIIe siècle semble avoir été la mort par dîner. Les complots d'empoisonnement étaient très à la mode. George Washington lui-même a échappé de peu à une tentative d'assassinat de la taille d'un pois de la part de sa propre femme de ménage loyaliste. Et il n'était pas le seul au menu. Des généraux britanniques, comme Howe, ont été ciblés avec de délicieuses gâteries comme du vin additionné d'arsenic et des pêches spécialement assaisonnées. Cela ajoute une toute nouvelle couche de terreur à l'expression « dernier souper ». Soudain, faire confiance aux cuisiniers est devenu une question de vie ou de mort. 16. Valley Forge. Nous imaginons des soldats pieds nus, transis de froid. Mais l'horreur vraiment macabre et étrange n'était pas seulement le froid. C'était la mort silencieuse et nauséabonde due à la maladie. Typhus, dysenterie, fièvre typhoïde, grippe, ce n'étaient pas des gloires de champs de bataille. C'étaient eux les bouchers invisibles de l'armée continentale. Des milliers, une estimation de 2000 à 2500 hommes, périrent non pas des mousquets des tuniques rouges, mais de la saleté, de la malnutrition et d'infections rampantes, souvent jetés dans des fosses communes anonymes. Le véritable ennemi à Valley Forge n'était pas le roi George. C'était une maison des horreurs microscopiques qu'aucune armée ne pouvait vraiment vaincre. 17. Pensez-vous que la Révolution américaine a été un élan unifié pour la liberté dès le premier jour? Détrompez-vous. En 1775, et même bien avant 1776, une énorme partie de la population coloniale, peut-être même une majorité, ne voulait absolument rien avoir à faire avec l'indépendance. Ils étaient horrifiés par l'idée de trahison, se sentaient toujours britanniques et espéraient désespérément une réconciliation avec le roi George. Il a fallu beaucoup d'agitation radicale, le sens commun de Thomas Paine devenant en quelque sorte viral, à la manière du XVIIIe siècle, et de sérieuses bévues britanniques pour traîner une populace réticente à coups de pied et de cris vers une révolution à part entière. Les conversations de dîner de famille gênantes devaient être épiques. 18. Paul Revere reçoit toute la gloire pour sa chevauchée nocturne, mais parlons de Sybil Ludington, la jeune fille de 16 ans qui a fait en quelque sorte plus grand, plus fort, et n'a obtenu presque aucune reconnaissance. Alors que Paul a fait une respectable course de 20 miles,
La jeune Sibylle a parcouru un incroyable 40 miles à travers une nuit sombre et orageuse, seule, pour avertir que les Britanniques brûlaient Danbury, Connecticut. Elle a rallié des centaines des miliciens de son père, esquivant les bandits et les patrouilles britanniques en chemin. A-t-elle eu un poème épique? Un jour férié national? Non, juste une note de bas de page dans l'histoire. Quelle éclipse massive! Où est la figurine de Sibylle, je vous le demande? 19. Oubliez les messages chiffrés et les réunions clandestines dans des ruelles sombres. L'une des plus grandes sources de fuite de renseignements pendant la Révolution était le pub local. Les tavernes coloniales étaient bord des foyers de langues bien pendues et de bravades alimentées par l'alcool. Soldats et sympathisants des deux camps, après quelques trop nombreuses chopes de bière, racontaient joyeusement les mouvements de troupes, les routes d'approvisionnement ou même les identités des espions. Les espions professionnels n'avaient probablement qu'à offrir une tournée, s'asseoir et laisser couler les informations enivrées. C'était l'équivalent au XVIIIe siècle de diffuser accidentellement en direct vos plans de guerre secrets après trop de Jagger bombs. 20. Les mercenaires essois engagés par les Britanniques? La propagande américaine les dépeignait comme des monstres de 7 pieds de haut, sanguinaires et mangeurs de bébés, tout droit sortis d'un cauchemar de conte de fêtard de Grimm. La réalité était bien plus banale et un peu triste. La plupart des Essois étaient en fait de pauvres garçons de ferme ou des artisans, conscrits ou littéralement vendus au service par leurs princes allemands qui avaient besoin d'argent. Ils n'étaient pas intrinsèquement mauvais. C'étaient juste des gars, en chapeau fantaisie faisant un travail, souvent à contre-cœur, à des milliers de miles de chez eux, se demandant comment ils avaient fini par combattre la guerre de quelqu'un d'autre. Parlez-moi d'un mauvais boulot temporaire. 21. Imaginez ceci. 2 armées, gonflées à bloc et prêtes pour une bataille massive et décisive près de Philadelphie. Elles manœuvrent, les canons sont amorcés, les baïonnettes fixées. C'est sur le point d'être un bain de sang. Et puis, le ciel s'ouvre. Pas seulement de la pluie, mais une averse totale, torrentielle, de niveau ouragan, connue sous le nom de bataille des nuages. Elle a trempé la poudre à canon de tout le monde, transformé le champ de bataille en un marécage infranchissable, et a en gros forcé les armées américaines et britanniques à juste se regarder maladroitement, hausser les épaules et rentrer chez elles. Mère Nature, semble-t-il, n'était pas d'humeur à la guerre ce jour-là. 22. Alors, l'Amérique gagne la guerre, chasse le roi. Et ensuite? Pour certains officiers de haut rang de l'armée continentale, la réponse était apparemment « Ayons notre propre roi ». Lassé d'un congrès faible, chaotique et perpétuellement fauché, un groupe d'entre eux a secrètement élaboré un plan, connu sous le nom de Conspiration de Newburgh, pour essentiellement organiser un coup d'État et offrir la couronne à George Washington, faisant de lui le roi George Ier d'Amérique. Washington, à son immense crédit, fut absolument horrifié par l'idée et y mit fin immédiatement, la qualifiant d'abominable. Une sacrée frayeur pour la démocratie, les amis. 23. On a entendu parler de soldats affamés, mais les conditions au sein de l'armée continentale, particulièrement pendant des hivers comme celui de Valley Forge, étaient si désastreuses que certains hommes ont eu recours à des mesures véritablement désespérées. Lorsque les rations déjà maigres venaient à manquer et qu'il ne restait plus de chaussures pour protéger leurs pieds, des récits sombres font état de soldats faisant bouillir et mangeant leur propre cuir de chaussures, le peu qu'ils avaient, ou tout autre morceau de peau qu'ils pouvaient trouver. Il ne s'agissait pas seulement d'être pieds nus, il s'agissait d'être si affamé qu'on considérerait ces chaussures comme un repas potentiel. C'est un niveau de misère qu'il est difficile même de concevoir. 24. Après la déclaration d'indépendance, la ferveur patriotique à New York a conduit au renversement d'une grande statue en plomb doré du roi George III à cheval. Le plan était de la fondre pour en faire des balles de mousquet. Une justice poétique, n'est-ce pas? Eh bien, selon certains récits contemporains, les choses sont devenues un peu étranges. Alors que les ouvriers commençaient à démonter et à faire fondre la statue, une section de celle-ci, dont la rumeur disait qu'elle contenait un portrait miniature du roi incrusté dans le plomb, aurait explosé lorsqu'elle fut jetée dans le feu. Qu'il s'agisse d'une bulle d'air emprisonnée ou de magie noire royaliste,
Cela a certainement ajouté un point d'exclamation bizarre, presque surnaturel, à l'acte de rébellion. 25. Général fou, Anthony Wayne. Son surnom à lui seul vous indique que ce type n'avait pas toutes les cartes en main, ou peut-être qu'il jouait avec un jeu entièrement composé de jokers et de dynamite. Il n'y a pas que ses ennemis qui le trouvaient un peu excessif. Son célèbre surnom lui aurait été attribué pour la première fois par l'un de ses propres soldats, un informateur mécontent après que Wayne eut menacé d'une rétribution digne de l'Ancien Testament si l'homme ne crachait pas le morceau. Son tempérament était volcanique, sa bravoure frôlait souvent le suicide, et ses plans de bataille semblèrent parfois élaborés après un chili particulièrement épicé. Mais bon, dans une révolution, un peu de folie peut mener loin. 26. Voici le général Charles Lee, un homme dont les excentricités étaient presque aussi légendaires que ses aventures militaires. Cet ancien officier britannique, devenu général de division américain, était rarement vu sans sa meute de chiens bien-aimés, qu'il préférait ouvertement à la plupart des êtres humains, les emmenant souvent aux dîners officiels et aux conseils de guerre. Provoqué en duel par le colonel John Lawrence, en partie pour avoir insulté Washington, en partie, on le soupçonne, juste pour être Charles Lee, il se serait présenté à l'affaire en robe de chambre et en pantoufles, traitant cette rencontre potentiellement mortelle avec le même dédain décontracté qu'il aurait probablement montré à un petit déjeuner mal cuit. Quel personnage! 27. Tandis que George Washington gelait ses culottes à Valley Forge, tentant de maintenir une armée affamée et sans chaussures unie par sa seule volonté, un délicieux petit drame politique se déroulait derrière son dos. Connu sous le nom de Cabale de Conway, une clique obscure de généraux rivaux et de politiciens ambitieux complotait secrètement pour le faire renvoyer. Ils chuchotaient qu'il était incompétent, malchanceux et généralement pas à la hauteur de son poste de commandant en chef. Imaginez devoir gérer les Britanniques et un tas de collègues traîtres tentant de vous voler votre poste en même temps. L'homme avait besoin de vacances, ou du moins d'un service des ressources humaines compétent. 28. Vous trouvez qu'un stagiaire impayé qui se plaint, c'est grave? Essayez une armée entière, impayée, affamée et très bien armée. En janvier 1781, la mutinerie de la ligne de Pennsylvanie a vu plus d'1 millier de soldats continentaux, poussés à leur limite absolue par le manque de soldes, de nourriture et de vêtements, décider qu'ils en avaient assez. Ils ont tué quelques officiers qui ont tenté de les arrêter, ont saisi leurs canons et ont marché sur Philadelphie où le Congrès se terrait. Confronté à sa propre armée furieuse, le Congrès a réellement négocié et a satisfait un grand nombre de leurs revendications concernant l'arriéré de soldes et la libération. Ce fut un moment terrifiant, prouvant que parfois la roue qui grince, et lourdement armée, est celle qui est graissée. 29. On a entendu parler des chiens de guerre au sens métaphorique, mais pendant la Révolution, il y a eu des tentatives de les utiliser littéralement. Bien que ce ne fût pas une tactique répandue, certains récits suggèrent que les forces américaines et britanniques ont expérimenté l'utilisation de grands chiens agressifs. Pensez aux mastifs ou à des races imposantes similaires, comme de véritables animaux d'attaque ou de redoutables sentinelles. L'idée était de les entraîner à charger les lignes ennemies ou à garder des positions cruciales. Imaginez faire face à une volée de tirs de mousquet, et ensuite, juste pour le plaisir, une meute de canidés grognant de 45 kilos fonçant droit sur votre gorge. La guerre est un enfer et parfois elle aboie. 30. Les Britanniques avaient une arme secrète pour paralyser l'économie américaine, de la fausse monnaie et des tonnes. Ils ont lancé une opération de contrefaçon massive et sophistiquée, produisant de faux dollars continentaux et inondant les colonies avec eux. Leurs faux étaient souvent si bien faits qu'il devenait presque impossible de distinguer le vrai du faux. Le résultat? Une inflation galopante, un chaos économique, et la monnaie américaine devenant si totalement sans valeur qu'elle a donné naissance à l'expression durable « ne vaut pas un continental ». Ce fut un chef-d'œuvre de guerre économique, prouvant que la plume, ou la presse à imprimer, peut être plus puissante que l'épée si l'on est assez rusé. 31. Le premier régiment de Rhode Island. Ça ne semble pas trop hors du commun, n'est-ce pas?
Sauf que cette unité était l'une des très rares de l'armée continentale, à être largement composée de soldats afro-américains et amérindiens, souvent désignés sous le nom de Régiment Noir. Et ils ne faisaient pas que remplir les rangs. Ils étaient de redoutables combattants. Lors de la bataille de Rhode Island, ils ont opposé une défense si féroce et disciplinée contre les assauts répétés des Hessois que les mercenaires allemands, d'habitude imperturbables, auraient été terrifiés par leur ténacité et leur adresse au tir. Ces hommes ne se battaient pas seulement pour l'indépendance. Ils brisaient les stéréotypes à chaque salve. 32. Imaginez ceci. L'armée de Washington est à Valley Forge, littéralement affamée, gelée et mourant en masse. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, dans la Philadelphie occupée par les Britanniques, le général Sir William Howe s'offre la fête d'adieu la plus ridiculement extravagante qu'on puisse imaginer. Surnommée la Mischianza, mot italien signifiant mélange ou pot pourri, ce fut une extravagante, absurdement somptueuse, fête à thème médiéval qui dura des jours. On parle de chevaliers jouteurs en costumes élaborés, d'arcs de triomphe, d'orchestres, de feux d'artifice et de suffisamment de nourriture et de vin pour nourrir une petite nation. L'audace pure, béate et déconnectée de la réalité de jeter une telle fête décadente alors que des milliers souffraient à proximité est juste le summum des moments historiques WTF. 33. Alors, la guerre est pratiquement gagnée. Les traités de paix sont en cours de signature et l'Amérique est en passe de devenir une toute nouvelle nation étincelante. On pourrait penser que le Congrès pourrait enfin se détendre, n'est-ce pas? Faux. En juin 1783, après la fin de la plupart des combats, des centaines de soldats furieux et impayés de l'armée continentale ont marché sur Philadelphie. Ils ont encerclé le State House, oui, l'Independence Hall lui-même, retenant de fait les membres du Congrès en otage à l'intérieur. Ce n'étaient pas des tuniques rouges, c'était leur propre putain d'armée, exigeant des années d'arriérés de salaire qui leur étaient légitimement dus. Les pères fondateurs terrifiés, plutôt que d'affronter la réalité et les baïonnettes, se sont finalement échappés par la porte de derrière, ont fui la ville en panique et ont temporairement déménagé la capitale. Imaginez le gouvernement d'un tout nouveau pays, littéralement en fuite devant ses propres soldats héroïques, mais très fauchés et très en colère. Pas vraiment un bon début, n'est-ce pas? Alors, la Révolution américaine? Bien plus étrange que ce que vous avez appris à l'école, hein? Quelle aventure! Maintenant, soyons controversés. Les colons américains méritaient-ils vraiment de gagner? Ou ont-ils juste eu énormément de chance contre un empire britannique maladroit? Illuminez ces commentaires, je veux voir les feux d'artifice. Si cela vous a époustouflé, mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche. D'autres bizarreries historiques arrivent, ne manquez rien.